bienvenue à Conversation, plateforme d'échange et de partage de savoir autour des sujets qui forgent la société dans laquelle nous vivons. Je suis Michel Amborouet. D'abord, toutes mes excuses pour le retard accusé, beaucoup de soucis techniques indépendants de notre volonté. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes connectés et nous aurons un moment de partage enrichissant autour du sujet que nous avons annoncé et sur lequel je veux revenir. Tout d'abord, je vous demande d'identifier le maximum de personnes, vos amis, vos collègues, les membres de votre famille. Invitez-les à participer à ce live. C'est la dernière conversation de la saison et je vous garantis que ça va être très bien. Beaucoup de gens passent à côté de différentes opportunités simplement parce qu'ils ne sont pas là au bon moment. Donc, je n'aimerais pas que ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, tes amis, tes collègues de travail passent à côté de cette opportunité qui, de mon point de vue, est capable de changer radicalement le cours de nos vies. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons certaines différences, mais s'il y a une chose, de mon point de vue, deux choses que nous avons en commun, c'est que nous sommes nés et que nous allons mourir. Ce soir, nous sommes là pour parler d'un sujet particulièrement délicat. Préparer sa mort, une autre façon de vivre. Nous allons parler de la mort et nous allons parler, de mon point de vue, de la vie après la mort, mais surtout pour ceux qui restent. Nous allons parler de la succession. Donc, aidez-moi à recevoir avec un tambour de likes, de j'aime, de commentaires et de partage notre invité du jour, André Fessaline Tess. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va, merci. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présente à l'invitation à intervenir sur le plateau Conversation. Merci pour votre patience, merci d'avoir accepté de mettre de côté du temps. Et donc voilà. Le plaisir de partager. C'est un plaisir pour moi de faire partie de ce projet et j'espère que ça peut être utile pour un grand nombre d'internautes ce soir. D'accord. Nous avons mis votre biographie sur les réseaux. Certaines personnes vous connaissent et d'autres pas. Donc, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui est André Fessaline Tess? D'accord. Donc, à l'état civil, je suis André Fessaline Tess. Je suis juriste de formation, juriste privatiste, donc juriste des affaires. Et j'évolue dans le secteur de la banque. Et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus connue sous le pseudonyme de Faye, la juriste décalée. Je tiens une page Facebook et Twitter où j'essaie de parler de droit, de le vulgariser. Je précise que je suis ivoirienne, de nationalité, je vis en Côte d'Ivoire, donc particulièrement, c'est beaucoup plus le droit ivoirien que je vulgarise. Et voilà, c'est un peu ce qu'il faut savoir de Faye. Je fais des prestations juridiques de façon bénévole et payante, des consultations juridiques de tous ordres, c'est-à-dire tout type de droit, du droit pénal, le droit commercial, le droit civil. Voilà, j'essaye au mieux de mettre mes connaissances, mes connaissances à la portée de tout le monde afin que le droit ne soit pas quelque chose de trop difficile, mais que chacun puisse se familiariser avec cela. D'accord. Merci beaucoup. Je vous ai invité sur le plateau de Conversation pour parler d'un sujet qui, de mon point de vue, est tabou dans notre société, particulièrement dans notre société africaine. Lorsqu'on parle de la mort, beaucoup de gens sont indisposés. C'est un sujet que très peu de personnes ne veulent pas, très peu de personnes veulent aborder parce que ça paraît, en fait, ça paraît être, comment je vais dire ça, morbide. Mais de mon point de vue, c'est un sujet important pour les générations futures. Comment est-ce que vous définiriez la mort? D'accord. De façon la plus simple possible, la mort, c'est le terme de la vie. On va dire, voilà, c'est-à-dire quand on parle de mort, c'est qu'il n'y a plus de vie. Pour les croyants, on dira que c'est une seconde vie. Mais de façon terre à terre, lorsque la mort intervient, alors c'est l'extinction de la vie. Et pour parler maintenant comme une juriste, la mort, certes, met fin à la vie, mais elle vient également pour donner d'autres droits à ceux qui restent, c'est-à-dire les héritiers. Donc, la perception de la mort dépendra en fait de la situation qu'on vit, du domaine dans lequel on évolue.
Mais ce qu'il faut retenir ce soir, que nous allons parler de la mort, pas dans le domaine social, mais dans le domaine juridique, et tous les incidences que la mort peut causer sur le plan juridique. Donc, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui, selon vous, fait peur dans la mort? J'ai bien compris qu'on ne va pas en parler profondément dans le domaine Oui, social oui, ni oui. juridique, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait que les gens aient peur de la mort ou aient peur de préparer leur mort? Parce que de façon commune en Afrique, on a l'impression que lorsqu'on parle de la mort, c'est qu'on appelle la mort sur soi. D'accord. Alors que je voudrais citer un auteur que j'aime beaucoup qui dit généralement que la mort, c'est notre avenir le plus certain. Donc, quand on en parle, qu'on la prépare, si on doit mourir, on va mourir. Donc, autant bien partir, c'est-à-dire prévoir ce qui va se passer, puisqu'on ne sera plus là pour décider, plutôt que d'ignorer, de vivre dans le néant, d'être surpris et ensuite de voir que les personnes qu'on était censé protéger lorsque cela arrive ne puissent pas vraiment bénéficier de ce qu'on a laissé. Donc, pour moi, il ne faut pas avoir peur de la mort. Non, bien au contraire. Il faut la préparer comme on préparerait un avenir. L'avenir, il y a ça. On a beaucoup de projets, mais on ne sait même pas s'ils vont se réaliser. J'aimerais que les gens aient cette perception de la mort. La mort, tout comme l'avenir. Prévoir, se dire que voilà, si je pars, voilà, 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 comment les choses doivent se passer. Et ensuite, c'est vrai que lorsqu'elle va venir, elle sera triste. Mais au moins, ce que vous laissez, en fait, vous les reportez parce que vous avez préparé votre départ. D'accord. Vous, euh, vous parlez de préparation de la mort, et c'est la phrase avec laquelle vous avez terminé. Les gens qui vont rester, vont être tristes, excusez-moi, mais au moins on les aura préparés à notre mort. Donc, comment est-ce qu'on prépare sa mort? Comment est-ce qu'on prépare le fait qu'on va mourir? La première chose, c'est de façon la plus consciencieuse possible, c'est de faire un testament. Et D'accord. en Afrique, c'est quand même assez tabou jusqu'à présent de faire un testament parce qu'on a peur, justement. Il y a ce qu'on appelle les dispositions légales, la succession légale. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas de testament, la loi a déjà prévu comment va se partager l'héritage. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas totalement subir ce que la loi a prévu, vous avez toujours la possibilité de faire ce testament-là, de laisser vos dernières volontés et elles seront prises en compte dans le partage de votre héritage. Donc, vous pouvez préparer votre mort déjà en faisant un testament. D'accord. Vous pouvez faire des donations pendant que vous êtes vivant. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du sujet, on va beaucoup plus approfondir cela. D'accord. J'aimerais qu'on parle de la succession. Parce que justement, lorsque vous parlez du cadre, du moins du caractère juridique, sortir de l'aspect social de la mort, vous avez parlé de l'aspect juridique, je considère que, et vous avez dit, on parle de testament, donc on parle de succession. Qu'est-ce qu'une succession? Et qu'est-ce que cela implique pour les futurs successeurs lorsqu'on parle de succession? D'accord. Déjà, il faut savoir que la succession intervient lorsqu'il y a la mort du défunt, bien sûr, ou lorsqu'il y a une déclaration judiciaire d'absence ou de disparition. Bon, on parlera d'absence lorsqu'une personne est peut-être sortie de la maison, on ne sait pas exactement où elle est partie, on ne la retrouve pas, et selon les dispositions légales de chaque pays, au bout d'un certain nombre d'années, vous pouvez aller déclarer, en fait, faire une déclaration judiciaire d'absence pour dire qu'on ne sait plus où cette personne est. On n'a pas la certitude qu'elle est morte parce qu'on n'a pas retrouvé son corps ou on ne sait pas où elle est, mais elle n'a D'accord. pu donner signe de vie. On parlera de disparition, par exemple, lorsqu'une personne était présente lorsqu'il y a eu un péril, supposons qu'il y a eu un crash. On n'a D'accord. pas retrouvé le corps de cette personne, mais on a une présomption de mort. C'est-à-dire qu'on peut supposer que cette personne est décédée, mais on n'a D'accord. pas retrouvé son corps. Donc, on va dire que c'est les trois cas. Soit la mort de la personne physique, là, il y a une déclaration judiciaire d'absence ou de disparition. Et donc, la succession va intervenir pour partager le patrimoine laissé par soit la personne vivante, disparue ou morte. C'est dans ce cas-là qu'on va parler de succession. D'accord. Bon, en ce qui concerne comment je vais dire ça? En ce qui concerne le partage, du moins les problèmes de succession et d'héritage, on s'est rendu compte en Afrique, et moi je pense particulièrement au Gabon, que ça dure, ou du moins ça peut durer plusieurs décennies. Ça veut dire qu'on se retrouve, quelqu'un est parti, mais 10 ans après sa mort, on n'a toujours pas réussi à régler le problème de l'héritage ou de la succession. La question que je me pose,
c'est qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui justifie que malgré le fait parfois qu'il y a eu un testament, que la personne a préparé sa mort, mais après sa mort, on n'a toujours pas réussi à régler le problème de l'héritage ou de la succession? D'accord. Je pense que le problème le plus évident, sinon le plus probant, généralement, c'est parce que les familles ont du mal à se conformer aux dispositions légales. Je peux vous dire en français plus simple, c'est-à-dire que la loi, comme je l'ai dit, a des dispositions pour organiser la succession. Nous sommes issus de familles et il y a les mœurs, les US et nos coutumes. Lorsque quelqu'un décède, supposons que là, il a été élevé par son grand frère ou son oncle, et si l'oncle, il se trouve que dans la dévotion, on lui dit qu'il n'a pas droit à la succession, il ne va pas l'accepter. Pour la plupart, ce que nous on rencontre, même ici en Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup de familles même n'osent pas ouvrir la succession de façon judiciaire. C'est-à-dire, elles s'arrangent pour liquider les biens dans la famille, et ça fait qu'il y a des personnes qui sont lésées. Ou même quand la succession est ouverte, on se rend compte que tous les héritiers n'arrivent pas à s'accorder. C'est là où on parle de l'indivision. Et même quand le juge a essayé de trancher pour ne pas les maintenir dans l'indivision, c'est des décennies parce qu'il y a tellement de biens à liquider et sur lesquels beaucoup ont des quotes-parts, c'est-à-dire ont des pourcentages. C'est ce qui fait que c'est difficile de liquider totalement une succession en Afrique parce que déjà, on a nos habitudes. Si on est issu d'une famille où lorsque le père décède, c'est son frère aîné qui doit prendre la succession et que les enfants peut-être sont allés à l'école et qui savent qu'ils ont des droits, on ne peut pas se laisser faire. Si on est issu, par exemple, d'un milieu où on ignore totalement tout ce qui est légal, on veut faire coutumièrement, vous allez voir qu'il y a toujours des histoires, il y a toujours des palabres. Voilà, généralement, nous qui sommes dans le droit, nous recommandons aux gens, dès qu'il y a mort, après que vous allez déclarer, vous allez faire l'acte pour déclarer la mort de cette personne-là, il faut automatiquement penser à ouvrir la succession. Parce que si vous ne le faites pas et que vous attendez, vous essayez de résoudre les choses à votre manière, c'est sûr que ma volonté ne sera pas la volonté de l'autre. Alors que le juge, il est souverain. Si le juge, il tranche, vous êtes sommé, vous êtes obligé de vous conformer à la disposition judiciaire qui va venir. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'une des choses qui fait que la succession tarde, qu'il n'y ait pas, les successeurs ne rentrent pas en possession de leur héritage, c'est parce que très souvent, l'affaire liée à la succession et donc à la mort n'est pas emmenée dans le cadre juridique, mais ça reste dans le cadre familial. D'accord. Exactement, c'est l'une des causes. Dans l'une de vos vidéos, et j'ai apprécié la phrase, même si je ne pense pas l'avoir comprise totalement, mais dans l'une de vos vidéos, vous avez dit que le successeur doit accepter d'en être un. L'héritier doit accepter d'en devenir un. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par le fait que l'héritier doit accepter de devenir un héritier? Parce que de prime abord, on peut avoir le sentiment que ça se fait naturellement. D'accord. Il faut faire une distinction entre l'attitude que vous avez d'être héritier et l'acceptation d'être héritier. Parce qu'on parlera d'attitude parce que si c'est votre père qui décède, vous avez la l'aide. Vous êtes son descendant, vous êtes son enfant. Mais l'acceptation, ça veut dire que votre volonté compte. La loi ne vous impose pas d'être automatiquement héritier s'il décède. Vous devez avoir un mot à dire. Parce que lorsqu'on parle d'héritage, ce que les gens oublient, c'est l'actif, c'est-à-dire tout ce qui est productif, tout ce qui est encore en possession, tout ce qu'on peut encore utiliser, et également les dettes, donc passifs. Donc, lorsque vous acceptez une succession, on ose considérer que vous acceptez et ce qui est là, c'est-à-dire ce que vous pouvez utiliser, et également les dettes qui sont affrétées à ces biens-là. Donc, le juge, sachant cela, ne peut pas imposer à une personne automatiquement parce que vous êtes soit descendant, vous êtes le parent, vous êtes le conjoint, d'être obligatoirement héritier. On vous dit que vous avez la possibilité à cause du statut que vous avez dans la vie du défunt. Et maintenant, c'est à vous de décider si effectivement vous voulez accepter ou renoncer à cette succession. D'accord. OK. Donc, le fait de devenir un héritier n'est pas automatique. D'un point de vue de l'aptitude, ça l'est.
mais après, la volonté de l'héritier est importante dans la succession. Parce qu'un héritier peut refuser d'avoir accès à l'héritage ou Oui, refuser de devenir le successeur. Et si j'ai bien exact. compris ce que vous avez dit, c'est que parfois dans la succession, il n'y a pas que des actifs, il y a des passifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses qu'on gagne. On peut effectivement avoir des dettes ou des choses qui sont Oui, liées à la mauvaise gestion qui a été faite par par celui le qui défunt. laisse, par le défunt, oui, par le défunt. Bon, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la raison pour laquelle la succession peut prendre beaucoup de temps, et particulièrement en Afrique, on a fait référence, si j'ai bien compris, à la gestion familiale. Et donc, je me suis rendu compte, par expérience personnelle, mais aussi parce que étant homme de Dieu, je côtoie beaucoup de gens justement qui se retrouvent en difficulté lors de la mort de leurs parents ou tout ce qui est lié à la succession et l'héritage. Je me suis rendu compte que parfois le droit traditionnel, donc la gestion familiale, les conseils de famille ont plus d'importance que le droit juridique. Donc, qu'est-ce qui justifie cela? Même si j'ai bien compris qu'on est africain, mais qu'est-ce qui justifie cela? Et surtout, comment sortir comment je vais dire ça? Comment sortir des difficultés posées ou causées par la mauvaise gestion familiale? D'accord. Je pense que la première justification, déjà, c'est ce qui, moi, m'a motivé à venir sur Internet. Les gens ont peur du droit, tout simplement. Les gens sont un peu sceptiques lorsqu'on parle de justice, même si c'est à leur avantage. Parce qu'on a toujours l'impression que lorsqu'on va en justice, on perd du temps, on perd de l'argent, c'est des choses des autres, si on ne connaît personne. Et souvent, on ne sait même pas qu'on a des droits, déjà. D'accord? Donc, généralement, la première cause, c'est que les gens ne connaissent même pas leurs droits. Donc, si vous avez grandi dans un environnement où depuis petit, vous avez toujours vu que lorsque telle personne décède, on partage les biens de telle façon, même si vous grandissez, si vous n'avez pas vraiment une culture juridique, c'est-à-dire que vous n'avez pas quitté votre environnement, essayez de vous renseigner, de voir qu'effectivement, si vous avez perdu votre père il y a telles années, vous auriez dû hériter de ce temps, mais c'est plutôt peut-être votre oncle qui a tout pris. C'est des D'accord? choses, en fait, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas voilà, en jouir, en fait. Moi, je pense que c'est déjà la méconnaissance du droit, le premier problème. Donc, D'accord. il faudrait alors essayer d'apporter le droit, mais de façon la plus accessible possible, de l'adapter aux réalités des gens. Voilà pourquoi, généralement, on dit que le droit évolue selon les réalités de nos sociétés. Aujourd'hui, la plupart des pays, nous qui sommes les pays francophones, nous avons un peu triché sur la France. Mais en ce qui concerne des droits sensibles, comme le droit des successions, également le droit matrimonial, c'est-à-dire tout ce qui concerne les régimes matrimoniaux, on a encore des petites touches qui rappellent un peu nos origines. Yeah. Donc, si vous êtes dans une situation aujourd'hui où la succession a déjà été partagée, je ne dirais pas liquidée parce que ça n'a pas été fait de façon judiciaire, mais elle a déjà été partagée, rien ne vous empêche d'ouvrir la succession. C'est-à-dire, si le bien a déjà été dilapidé, que vous ouvrez et qu'on se rend compte effectivement que la personne qui a votre père ne devrait pas être, cette personne peut être expulsée. OK. Elle peut l'être. OK. Donc, une chose est de savoir qu'on a des droits et une chose, c'est de vouloir vraiment se prévaloir de ce qu'on a. D'accord. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui, de mon point de vue, est majeur et qui, pour moi, justifie la raison d'être de cette conversation de ce soir. C'est l'information. Vous avez dit que les gens doivent avoir accès à l'information en matière de droit. Et vous avez dit qu'elle doit être, en fait, ça doit être rendu accessible. Bon, la question que je me pose, surtout parce que beaucoup de gens, malheureusement, considèrent que c'est un sujet qui n'est pas nécessaire maintenant. Okay? On en a parlé quand on prépare de la mort, parce que je crois que beaucoup de gens ont le sentiment, même s'ils ne le disent pas, qu'ils ne mourront pas tout de suite. Donc en réalité, et j'ai vu une des questions qui a été posée, est-ce que le fait de parler de la mort, ce n'est pas l'attirer à soi? Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on facilite l'accès à la bonne information? Comment est-ce qu'on rend cette information accessible lorsqu'on est dans cette culture où justement les gens rejettent tout ce qui est lié à la mort, d'abord au droit parfois parce qu'ils trouvent ça barbant, mais ensuite à la mort? Lorsqu'un sujet est sérieux, je dis clairement, comme le droit, pour le rendre accessible, il faut s'adapter à l'auditoire qu'on a.
je prends mon cas. Moi, je suis ivoirienne. D'accord. Et lorsque je parle de droit sur ma page, j'essaye même parfois de faire une façon assez amusante en utilisant des mots de notre argot qu'on appelle le louchi. J'essaye en fait de me mettre dans la peau d'une dame peut-être qui est juste là au marché, qui aimerait savoir là où elle est, par exemple, quels sont ses droits s'il arrivait qu'elle soit expulsée. En fait, il faut vraiment se mettre dans la peau du citoyen. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi? C'est que je reconnais, c'est que l'information, pour aller à l'information, pour être au courant en temps réel de toutes les réformes juridiques, c'est pas facile, c'est pas Yeah. accessible. C'est vrai qu'il y a des journaux officiels, mais si tu n'es pas un puriste, tu n'es pas un juriste, rien ne va te vraiment t'enchanter d'aller acheter le journal officiel et de Tout à voir fait. quels sont les nouveaux décrets qui sont sortis, on est d'accord. Donc là, moi, c'est un peu un appel que je lance à tous les professionnels du droit. Nous avons eu la chance en griffe, je le dirais, chance en griffe parce que voilà, c'est pas un privilège, mais nous avons choisi d'étudier le droit, de pratiquer le droit. Et nous avons ce devoir également de partager les connaissances que nous avons. Parce que nous étudions le droit, nous vivons dans le droit, mais on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce que nous savons et ce que l'autre ne sait pas va s'appliquer et à nous qui savons et à lui qui ne sait pas. D'accord. Donc, nous Tout qui à avons fait. l'information, nous devons divulguer et permettre que les autres puissent comprendre comme nous comprenons et que cela puisse aider tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Je veux revenir sur la succession et le droit, j'ai envie de dire le droit traditionnel. Euh, euh, Concernant la succession, quelle est la place du droit traditionnel? En matière de succession, et vu que là aujourd'hui je suis passée et je suis là en tant que juriste, en matière de succession, dans le droit écrit, le droit légal, la coutume n'a pas vraiment de place. Ok. Parce que justement, la succession, la loi sur les successions est venue justement pour réparer des torts qui ont été constatés lorsque la loi coutumière s'appliquait. La succession, le droit des successions est venu pour créer ce que je peux appeler une équité, permettre aux personnes qui autrefois, avec la coutume, n'avaient pas droit d'avoir droit alors que c'était plus légitime pour elles d'avoir. Donc aujourd'hui, il va falloir faire, on va dire, comment je vais dire, un choix, c'est-à-dire pour tous les internautes aujourd'hui. C'est de vraiment prendre en considération ce que la loi écrite, le texte écrit dit, et d'essayer un temps soit peu pour se détacher de leur coutume. Parce que si elles ne le font pas, on peut pas, c'est deux droits qui ne peuvent pas cohabiter parce que généralement, ce que les dispositions légales disent, ce n'est pas toujours évident que ça soit pareil, je prends n'importe quoi, d'une région à une autre. Au Gabon, je ne connais pas vraiment les ethnies, mais je sais qu'il y a des Fang, je crois. Donc, voilà, ce n'est pas pareil chez les Fang. Comme en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas pareil chez les BT. Et donc, il y a plusieurs diversités. Donc, le droit est venu, en fait, pour réunir toutes les diversités et permettre qu'on se tienne à une seule version. D'accord. J'ai envie de vous poser des questions qui vont peut-être être techniques, mais qui sont importantes par rapport à la succession. D'accord. Imaginons que quelqu'un décède sans laisser de testament. Quelle est la première personne considérée comme ayant droit? Des spécificités, parfois famille nombreuse ou enfants hors mariage. Mais quelle est la première personne? En fait, comment est organisée la loi ou quel est le schéma que donne la loi face à ce genre de situation? D'accord. Déjà, il y a ce qu'on appelle les héritiers réservataires. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Lorsqu'une personne décède, les prioritaires, c'est-à-dire les personnes qui sont considérées comme étant héritiers, il y a d'abord les enfants du défunt. Ensuite, il y a les ascendants, les parents du défunt. D'accord. Il y a le conjoint survivant et il y a les frères et sœurs, ce qu'on appelle chez nous les collatéraux privilégiés. Maintenant, l'ordre des successifs dépend d'un droit, diffère d'un droit à un autre. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les enfants et le conjoint survivant viennent en concours, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même rang. Alors que j'ai vu que chez vous au Gabon, ce n'est pas le cas. Ce sont d'abord les descendants, ensuite les ascendants, après le conjoint survivant et enfin les frères et sœurs. D'accord. Donc, en fonction du droit,
il y a des quotes-parts qui sont prévus si l'un est présent ou si l'autre est absent pour essayer toujours de faire une balance équitable. En fait. D'accord. Ok, d'accord. Quel conseil donneriez-vous à une famille nucléaire qui est endeuillée, mais qui a été spoliée par la belle famille? Quels sont les droits auxquels, je vais faire une tautologie, mais quels sont les droits auxquels la famille a droit? Ça veut dire à quoi doit s'attendre Oui, la oui, famille oui. sur la base de la loi? D'accord. Déjà, la famille doit se rassurer. Quand vous dites famille nucléaire, je prends donc le conjoint survivant, c'est-à-dire Tout la à fait, femme ou l'époux du tout à défunt ou fait. de la défunte, et donc les descendants, qui sont privilégiés par la loi. Ce sont des héritiers réservataires. Ils ont droit au patrimoine laissé par le défunt. Donc, pour qu'ils puissent avoir qu'ils fassent ce qu'on appelle un acte ou un certificat de notoriété. C'est-à-dire aller au tribunal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, vous avez l'aptitude d'être héritier, c'est votre aptitude, mais il faudrait que vous acceptez cette succession et que vous voulez bien l'ouvrir. Donc, une fois que vous avez fait le certificat de décès, que vous déclarez que la personne est décédée, que vous allez au tribunal, au greffe du tribunal, et que vous décidez d'ouvrir la succession, vous déclarez en même temps que vous acceptez. C'est là que vous avez fait un certificat ou un acte de notoriété. À partir de D'accord, là, le juge va se saisir de l'affaire et il va s'agir maintenant de faire l'inventaire du patrimoine du défunt, c'est-à-dire de tous les biens qu'il a laissés. Et là, je ne parle même pas du cas où il a un testament, c'est-à-dire même s'il n'a pas de testament. d'accord. Et donc, si on fait l'inventaire de ces biens-là et qu'on se rend compte que, par exemple, le défunt a une maison, un terrain ou une voiture qui actuellement est occupée ou est utilisée par quelqu'un d'autre, le juge va faire ce qu'on appelle un rappel dans le patrimoine, c'est-à-dire que tous les biens qui sont déjà en train d'être utilisés, qui ne devraient pas l'être par des personnes qui ne sont pas héritières, ces biens-là seront rappelés dans le patrimoine, dans la masse successorale. Et donc, D'accord. si par exemple, je prends un cas, si ça a été une voiture et que la voiture a été détériorée, on peut soit de rembourser la voiture en l'état ou bien de l'arranger selon le, comment je dis ça, selon l'état dans lequel en fait la voiture a été laissée. Donc, D'accord. il n'est jamais tard. Sauf si vous avez eu conscience que vous étiez héritier et vous avez voulu volontairement renoncer à cela. Mais si ce n'est D'accord. pas le cas, que vous n'avez pas l'information et que maintenant vous le savez et que vous décidez de récupérer un bien qui notamment vous appartient selon la loi, vous pouvez toujours le faire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Dans le contexte de l'héritage, et je veux parler des héritiers, déjà, il y a quelque chose que vous avez dit qui est choquant pour nous qui sommes des incultes du droit, c'est que les enfants sont donc, dans le contexte de la loi gabonaise, d'après ce que vous avez expliqué, c'est que les descendants sont prioritaires, ensuite les ascendants, puis l'épouse ou l'époux, ensuite les frères et sœurs. C'est exact? Oui. D'accord, bon, il faut qu'on revisite la loi. Mais dans le contexte de, ah là là, dans le contexte de l'héritage, est-ce qu'un héritier a le droit de déclarer un autre héritier indigne d'avoir part à l'héritage? Je prends un exemple, on est dans une famille où il y a deux descendants, et puis il y en a un qui peut être l'aîné, qui veut écarter le cadet ou l'un des héritiers en disant qu'il n'a pas droit à l'héritage pour X ou Y raison. Oui, enfin, je ne dirais pas qu'un héritier a le droit de déclarer. Mais D'accord? pour parler dans un terme juridique, on va dire qu'il a le droit de soulever l'indignité. C'est-à-dire que ce n'est pas à Ok. lui de décider que son frère ou sa sœur est indigne. Mais D'accord. c'est au juge de décider cela. Maintenant, sur quoi il peut se baser pour soulever l'indignité? C'est Il y la a des question que cas qui j'allais ont vous été poser. prévus dans la loi. Par exemple, si on va prendre des cas simples, des cas pratiques pour que les gens comprennent. Si, par exemple, le frère ou la sœur a tué le défunt, a été condamné pour cela, pour homicide volontaire, c'est-à-dire homicide volontaire ou involontaire, mais qu'il a tué le défunt, ou qu'il y a eu des coups et blessures qui ont entraîné la mort de ce défunt-là, D'accord. dans ce cas précis, c'est logique et c'est normal que l'héritier, par exemple, il soulève et que le juge acquiesce. D'accord. Maintenant, dans le cas de la loi gabonaise, j'ai vu que pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est généralement ça. C'est s'il a soit tenté de tuer ou il a tué le défunt, s'il y a eu des coups mortels ou D'accord. dans le cas où il y a eu des injures graves, c'est-à-dire pendant que le défunt était en il y a eu des accidents, des injures graves envers le défunt. Il a eu un comportement qui a eu à discréditer le défunt et toute sa famille avec.
Ce sont des motifs, en fait, qui peuvent permettre qu'une personne qui a la qualité d'héritier puisse soulever l'indignité d'une autre. D'accord. Vous voyez? Donc, Ok. maintenant, dans le cas de la loi gabonaise, je me suis rendu compte également qu'au-delà de ça, même le fait que l'héritier sache le coupable de la mort du défunt peut être un motif, en fait, pour soulever son indignité. Donc, c'est des cas qui sont prévus par la loi. D'accord. Donc, si vous trouvez que dans la liste des héritiers, il y a une personne, selon les cas que j'ai cités, qui ne doit pas être héritier, pendant que la question est ouverte, vous avez le droit de soulever son indignité et ça sera au juge d'apprécier et de décider réellement si cette personne est indigne. Je vais brièvement soulever que même s'il arrive que l'indignité de cette personne est prononcée, cela concerne uniquement cette personne en tant que voilà, entité. Si lui, il est écarté, il peut avoir ce qu'on appelle une représentation. C'est-à-dire, lui, il est écarté, mais son enfant, son fils ou sa fille peut venir à sa place à la succession. D'accord. D'accord, voilà. Mais ça c'est comment je vais dire ça? C'est encore plus compliqué. Parce que, je prends un exemple, deux frères se disputent l'héritage. Il y en a un qui considère que l'autre frère est indigne, réussit à avoir une décision du tribunal, du juge, comme quoi le frère est vraiment indigne. Maintenant, les enfants du frère en question peuvent venir et réclamer la part d'héritage de leur père. En fait, ils peuvent, par un mécanisme qu'on appelle la représentation. Mais justement, si ces enfants-là viennent, il est interdit à la personne qui a été déclarée indigne de jouir des biens qui vont provenir de cette succession-là. Je prends un exemple. Supposons que celui qui est indigne devait hériter d'une maison dans la succession. Il a été déclaré indigne. Ces enfants peuvent venir en représentation. Ils vont hériter de cette maison-là. Mais celui qui est indigne, il lui est interdit de profiter et de jouir de cette maison. C'est-à-dire que même si cette maison est vendue, il ne doit pas profiter des fruits de cette maison. Si cette maison a été habitée par les enfants, il ne doit pas y vivre. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ni de près ni de loin, il ne doit être bénéficiaire. Voilà, il ne doit être concerné. D'accord. Maintenant, si du vivant du défunt, celui qui a été déclaré indigne a eu des agissements, comme je l'ai dit, il a eu des agissements, il a eu des injures graves, il a vraiment discrédité le défunt. Mais si avant que le défunt ne meure, il y a des preuves, par preuve, vraiment tout type de preuves, même le témoignage, qui prouvent que le défunt a accordé son pardon à la personne déclarée indigne, dans ce cas-là, on ne pourra pas soulever son indignité. D'accord. Okay. Que l'autre frère indigne a empoisonné le défunt. Et que peut-être jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il rende l'âme, l'autre a avoué que oui, j'étais empoisonné. Et il a dit, je te pardonne. Et que tout le monde savait qu'il a pardonné. Au moment d'ouvrir la succession, l'héritier a le droit de soulever l'indignité. Mais s'il est prouvé que le défunt a pardonné à l'indigne, le juge ne va pas soulever son indignité. D'accord, donc je vais ouvrir une parenthèse qui sera peut-être courte, mais ça veut dire que s'il est prouvé que la personne qui décède parce que l'un des héritiers a attenté à sa vie, que ce soit poison ou autre, mais que quelque temps avant la mort du défunt, le défunt pardonne sur son lit mourant, la personne coupable a droit à l'héritage, même si elle va être envoyée en prison quand même, de ce point de vue-là. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Non, j'ai compris. Je ferme la parenthèse. Donc, en fait, il faut faire attention à qui on pardonne sur son lit de mort. D'accord, il n'y a pas de problème. Je veux maintenant rentrer dans les questions liées au testament. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à vous avoir. Parce que je considère que très peu de personnes sont conscientes de leur mort et parce qu'elles ne le sont pas, ne se préparent pas à la mort et surtout ne préparent pas les vivants à la mort. La question que je me pose lorsqu'on parle du testament, c'est selon vous, à quel moment est-ce qu'on devrait faire son testament? Pour moi, il n'y a pas de moment particulier parce que la mort ne prévient pas. Je pense qu'à partir du moment où une personne est consciente qu'elle a un patrimoine, qu'elle a des biens, et quand je dis biens, c'est vraiment tout type de biens, des plus minimes, parce que lorsqu'on parle de succession ou de patrimoine, croyez-moi, on partage tout, des choses les plus minimes que vous pouvez, à part, bon, je veux dire, vous allez dire peut-être vos habits, vos trucs, bon, c'est des choses assez insignifiantes, mais vous avez des comptes en banque, vous avez des petites réalisations, vous avez une voiture, vous avez une moto, enfin. À partir du moment où vous avez quelque chose dans votre patrimoine, vous devez déjà commencer à penser à votre testament.
Je pense que ce qui est plus difficile pour les gens, c'est que lorsqu'on dit testament, ils voient automatiquement le testament authentique, c'est-à-dire le testament qu'on doit aller rédiger chez le notaire. Tout à Alors qu'il y fait. a trois types de testaments. OK. Vous avez la Allez-y. possibilité de faire ce qu'on appelle un testament holographe, c'est-à-dire un testament que vous allez rédiger chez vous à la maison. D'accord. Sauf qu'il y a des exigences de la loi. C'est-à-dire que la loi va vous demander, par exemple, de dater ce testament-là, d'écrire que c'est votre volonté, de signer pour que, en fait, lorsque quiconque il puisse dire, par exemple, que ah, ceci est mon testament, ceci est ma dernière volonté. On voit que ça a été écrit tel jour. Vous avez précisé ce que vous voulez. Par exemple, je veux léguer ça à telle personne, je veux léguer ci. Et vous signez. Et vous pouvez garder ce testament-là quelque part. Si vous avez confiance en quelqu'un, vous pouvez informer une personne peut-être de confiance que vous avez mis votre testament dans tel endroit. De telle sorte que si demain vous décédez, on puisse venir retrouver ce testament-là et prendre en compte vos volontés dans le partage de l'héritage. D'accord. Ouais. OK. Donc, vous avez parlé de 3 types de testaments. Quels sont les 2 autres types? Oui. Il y a le testament authentique qui est le plus connu, celui qu'on rédige chez le notaire. C'est-à-dire que vous allez chez le notaire, vous lui donnez vos volontés, il est chargé de rédiger votre testament, il s'assure que vos volontés sont exactes, donc vous signez et lui, en fait, il va enregistrer ce testament-là au niveau du greffe du tribunal pour que demain, dès qu'il y a déclaration de votre mort, lui, il puisse venir rencontrer vos ayants droit, c'est-à-dire vos héritiers, et dire, bon, voilà, de son vivant, voici ce que le défunt voulait. Le troisième type de testament, c'est le testament mystique. C'est-à-dire que c'est un testament que vous pouvez rédiger chez vous à la maison, mais la particularité, c'est qu'il doit être scellé. C'est-à-dire que vous finissez de le rédiger, vous fermez, vous scellez, et vous allez le remettre à un notaire. Et donc, le notaire va adresser ce qu'on appelle un PV. Que vous avez mis dans votre testament, dans ce cas, on ne va plus l'appeler mystique. Mais il va se rassurer effectivement que vous avez respecté certaines formes qui sont imposées par la loi, à savoir de bien préciser qu'il s'agit de votre testament, que vous avez mis la date, que vous avez signé. Et donc, lui, il va s'assurer que c'est effectivement vos volontés. Il va également aller enregistrer ce testament-là. Et lui, il lui est interdit d'ouvrir ce testament tant que vous n'êtes pas décédé. C'est-à-dire que vous serez la seule personne qui sait exactement ce qui est dans ce testament-là. C'est pour ça qu'on parle de testament mystique. D'accord. Donc, je veux juste récapituler pour être sûr que j'ai bien compris, et nos internautes aussi. Il y a 3 types de testaments. Il y a le testament authentique, celui qu'on va faire directement chez un notaire, et on peut le faire avec lui ou en sa présence. Et une fois que le testament est fait, le notaire a la responsabilité de l'emmener chez le greffier ou en tout cas de le faire enregistrer, de faire suivre le parcours juridique qui l'authentifie. Le deuxième type de testament, c'est le testament holographe, si j'ai bien compris. Donc ce testament, on le fait chez soi, mais en ayant les informations liées au fait qu'il doit y avoir ceci est mon testament, ma dernière volonté, on doit signer à la fin, etc. etc. Je l'ai X à Y, on le cache quelque part, mais on peut dire à quelqu'un, voici mon testament se trouve à tel ou tel endroit, au cas où je meurs, voici l'endroit où vous pouvez retrouver mon testament. Le dernier type de testament, c'est le testament mystique. J'aime le mot mystique. Le testament mystique, donc à ce moment-là, on a écrit le testament, on l'a mis dans une enveloppe, on scelle l'enveloppe, on apporte l'enveloppe chez le notaire. Le notaire n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe tant qu'on n'est pas décédé, mais il doit néanmoins se rassurer que ce qu'on a écrit à l'intérieur répond aux normes d'un testament authentique. C'est ça? Voilà, c'est exactement ça. D'accord, super. Bon, la question que je pose, parce que je l'ai posée et vous m'avez dit qu'il n'y a pas de temps véritablement, dès le moment qu'on a… bon, là, vous avez parlé du notaire, donc je vais d'abord avancer sur cette question. Donc, ça veut dire que si je suis, moi, par exemple, aujourd'hui, désireux d'établir mon testament, j'ai le choix sur ces 3 types de testaments et je dois accepter d'aller chez le… tôt ou tard. C'est-à-dire que si c'est holographe, ça reste à la maison, mais si c'est mystique, je dois rentrer donc en contact avec un notaire. Est-ce qu'il y a une démarche administrative à faire pour faire un testament authentique, par exemple? Comment je choisis mon notaire? Non, allez-y, allez-y. Allez-y. Comment je choisis mon notaire? Il n'y a pas de critères particuliers pour choisir le notaire. Généralement, je me dis chaque pays, en fonction de chaque pays, en fonction peut-être de la notoriété du notaire, parce qu'à partir du moment où vous faites partie du corps et que vous êtes notaire, vous avez toutes les aptitudes pour vraiment exercer votre métier. Donc, le choix de votre notaire dépendra de vous. Il est assez subjectif. Vous pouvez choisir le notaire parce que peut-être, voilà, c'est un ami de la famille, vous avez confiance en lui. Vous pouvez choisir le notaire parce qu'il a bonne notoriété dans votre pays. Vous pouvez choisir le notaire parce qu'il habite à proximité ou que vous avez des
La loi ne vous impose aucune exigence pour le choix de votre notaire. Pas du tout. D'accord. C'est selon, voilà, c'est selon votre ressenti, selon comment vous voyez les choses que vous choisissez le notaire. En fait. D'accord. Il n'y a pas d'exigence à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on encourage notre invité du jour par des acclamations, par des flammes. Je sais que c'est un sujet vraiment pas simple et vraiment, encore une fois, je tiens à vous remercier. J'ai encore 2 questions avant d'ouvrir les questions à nos internautes qui sont connectés et de pouvoir leur permettre de vous poser des questions directement. C'est pour ça que ça s'appelle conversation, parce que ce n'est pas juste un échange entre vous et moi, mais aussi avec ceux qui nous suivent. Donc, j'aimerais avant tout qu'on encourage, qu'on acclame, qu'on dise merci d'une manière ou d'une autre à notre invité pour toutes les lumières qu'elle apporte. Vous savez, je suis homme de Dieu, je suis évêque, mais je suis conscient que beaucoup de gens, de mon point de vue, par refus d'apprendre ou par le fait de se fermer à l'information, se mettent en danger et mettent en danger les gens qui sont attachés à eux. Là, par exemple, le sujet dont on parle est de mon point de vue crucial. S'il y a une chose que le Covid, du moins la Covid ou le Covid en fonction de comment les gens l'appellent, mais que cette pandémie nous a démontré, c'est qu'on peut mourir de manière inattendue. D'abord, la vie nous le montre, mais 2020 a été une année difficile et on a perdu beaucoup de gens. 2021 aussi d'ailleurs. Malheureusement, et particulièrement en Afrique, il y a très peu de gens qui pensent à préparer leur mort et à écrire un testament. Donc vous tous qui êtes connectés, ce soir, vraiment, ne prenez pas ce sujet comme un sujet morbide, mais au contraire, prenez-le comme une interpellation. Je pense qu'on a tous perdu quelqu'un de proche, un parent, un ami, et de se rendre compte que très souvent, les veillées de deuil, au lieu d'être des moments où les gens se réunissent, se rassemblent et souffrent ensemble, se rapprochent au travers de la douleur, très souvent les familles se déchirent au sujet de la succession, au sujet de l'héritage. Moi, ma prière, c'est que ce ne soit pas notre cas, à nous qui sommes connectés ce soir. Je veux vous poser 2 questions avant de permettre, comme je l'ai dit, à ceux qui sont connectés de poser leurs questions. C'est comment donner toute sa force au testament, particulièrement dans la société africaine dans laquelle nous vivons, où le testament est parfois balayé d'un revers de la main, encore une fois, au profit de la tradition ou de la coutume. Comment est-ce qu'on peut donner plus de valeur au testament qu'à un conseil de famille? Je pense que la première chose à faire, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'en parler. D'accord. Parce qu'il faut que les gens se familiarisent déjà avec le droit des successions. On avait des habitudes avant. On avait des manières de partager nos biens. Et maintenant, on va dire, on est dans un monde moderne. On a eu des lois qui datent pour la plupart de nos pays depuis 1964, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Voilà. Et donc, aujourd'hui, à chaque fois, la loi essaie de s'adapter, oui, mais il faudrait sensibiliser. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de sensibiliser les gens, comme on est en train de faire aujourd'hui, de parler de la mort, mais pas de façon morbide, pas de façon tragique, mais de parler de la mort, je dirais un peu de façon heureuse, parce que vous partez, oui, mais vous faites des heureux. Vous laissez quelque chose à des gens qui sont derrière vous. Tout à fait. Donc, moi, je pense que plus les gens comprendront que faire un testament, c'est en leur avantage, plus ils oseront. Et maintenant qu'ils savent, ils savent pour la plupart que faire un testament, d'aller voir un notaire, même si moi, en tant que juriste, généralement, je conseille et je préfère dire aux gens de privilégier un testament authentique, par exemple, ou mystique, parce que là, au moins, il est enregistré plutôt que de faire un testament holographe à la maison. Mais même s'il arrive que quelqu'un veuille le faire, il peut le faire. Et s'il a retrouvé que ce testament-là, il n'y a rien qui prouve que ce n'est pas lui qui l'a écrit, il sera pris en compte. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut juste essayer vraiment de parler de testament, pas de voir automatiquement le côté de celui qui part, mais voir le côté de celui qui prépare son départ, comme le thème le dit, et qui fait également des heureux. D'accord. Merci beaucoup. Ma dernière question, avant d'ouvrir le panel de questions à ceux qui nous, du moins la boîte à questions à ceux qui sont là, c'est est-ce qu'il y a un autre moyen d'assurer sa succession en dehors du testament? Est-ce qu'il y a un autre moyen de s'assurer que son héritage n'est pas pris par les mauvaises personnes, que son héritage, qu'en fait, que ceux qu'on aime ne se retrouvent pas à être spoliés en dehors du testament? Oui, bien sûr.
Le premier moyen, c'est ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire la succession légale. C'est-à-dire, même si vous partez, que vous n'avez pas de testament, la loi a déjà prévu comment doit se passer votre succession. Il suffit juste que vous ayez, que vous suivez la succession au niveau du tribunal et donc c'est la loi qui va s'appliquer. Deuxième chose, il y a les donations, ce qu'on appelle en droit les donations en vif. C'est-à-dire qu'avant même de partir, vous pouvez déjà enlever des biens qui appartiennent à votre patrimoine et les donner. Je prends un exemple, si vous achetez une maison et que vous craignez par exemple que si vous partez, cette maison soit arrachée à votre conjoint ou à vos enfants, vous pouvez déjà de votre vivant donner, c'est-à-dire mettre le nom de votre conjoint ou de vos enfants sur la maison. Bien, tant bien que c'est vous qui vivez dans la maison, tous, mais sur les papiers, ce qu'on va appeler, vous allez donner la pleine propriété, c'est-à-dire vous allez donner le droit à vos enfants, si c'est vos enfants que vous choisissez, non seulement de vivre dans cette maison, de profiter des fruits de cette maison et de pouvoir disposer, c'est-à-dire de pouvoir vendre cette maison. Il y a également ce qu'on appelle la donation partage, c'est-à-dire que vous pouvez réunir tous vos héritiers et leur dire que voilà l'immensité de mes biens. Moi, j'aimerais, par exemple, donner, je ne sais pas, ce terrain-là à telle personne, donner telle maison à telle personne. Et si tout le monde arrive à s'accorder, qu'on est d'accord avec ce partage, vous allez voir un notaire et vous actez cela. C'est-à-dire, il va rédiger la donation partage pour dire qu'en cas de décès, voilà ce qui va se passer. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, il y a aussi l'assurance vie. On n'en parle pas souvent, mais c'est une manière aussi de préparer son départ, sa succession. Lorsque vous souscrivez à une assurance vie, que vous décédez, quand vous mourrez, l'assurance vie sera reversée à vos héritiers. C'est une forme de testament, si vous pouvez dire ainsi. D'accord. Merci beaucoup, vraiment, vraiment merci beaucoup. J'ai deux questions qui ont été posées par des internautes. La première est la suivante. Est-il possible d'avoir deux types de testaments sur une succession, authentique et mystique? Si vous avez deux types de testaments sur une succession, généralement, en règle générale, le premier testament qui sera pris en compte, c'est celui qui est le plus ancien. D'accord. Maintenant, le plus ancien. Vous allez convenir avec moi que le testament authentique aura plus de poids. Parce que de un, pour que vous fassiez un testament authentique, vous vous êtes déplacé, vous êtes allé voir un notaire. Le notaire a eu le temps de rédiger vos volontés. Vous avez acté, vous avez signé, ça a été enregistré. Donc, si on se retrouve devant le juge, je vous le dis, je pense, c'est pas que le juge est souverain et qu'il a le droit de décider d'apprécier les faits, mais moi, en tant que juriste, je vous le dis clairement que le testament authentique aura plus de poids. D'accord. C'est évident. Parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup plus de sûreté, on est beaucoup plus rassuré que c'est effectivement le défunt qui a écrit. Voilà. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Deuxième question. Qu'en est-il des enfants adultérins ou les enfants d'un autre ventre? Quelle est leur place dans la succession? Enfants, bon, je ne sais pas au Gabon si le terme adultérin se dit toujours, mais en Côte d'Ivoire, ça a été banni. On ne parle plus d'enfants adultérins, mais on dit juste des enfants nés hors mariage. C'est-à-dire qu'on les met au même titre qu'un enfant qui est né dans un concubinage. Donc, les enfants adultérins, pour répondre à la question, les enfants nés hors mariage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés dans le mariage, dans le concubinage, les enfants légitimes, les enfants nés dans le mariage, ont les mêmes droits en matière de succession. Il faut juste que le père ou la mère, c'est-à-dire le défunt en question, ait reconnu l'enfant. C'est-à-dire à partir du moment où il porte le nom du défunt, qu'il soit né du mariage hors mariage, il a les mêmes droits que les enfants qui sont nés dans le mariage. D'accord. D'accord. Très, très, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et là, je m'adresse à nos internautes. Y a-t-il encore d'autres questions? Je veux m'assurer que vos questions… Vous savez, le sujet dont on parle ce soir, je vous assure, est un sujet tellement important. C'est pour cela que nous avons décidé de finir conversation sur ce sujet. Beaucoup de soucis techniques, beaucoup de difficultés, beaucoup de bugs. Mais la vérité, c'est que ça me tient énormément à cœur. Pour ceux qui me connaissent de près, ça fait partie de mon histoire. Et je suis conscient que je ne suis pas le seul dans cette situation. Il y a beaucoup de choses qui arrivent lorsqu'on ne se prépare pas à passer de la vie à la mort, surtout lorsqu'on ne prépare pas sa succession. Et j'ai aimé comment notre invité l'a dit ce soir,
La vérité, c'est que la mort n'a pas à être un sujet morbide ou un sujet triste. En mourant, on est capable de faire des heureux. Pas parce qu'ils se réjouiront de notre mort, mais parce qu'on aura préparé notre mort. On prépare les gens au fait qu'on va partir. Et malheureusement, j'ai le sentiment que beaucoup de gens occultent le fait que s'il y a naissance, il y a mort. On est né et on va mourir un jour. Et si on est sérieux au sujet de la vie, on doit être conscient de sa mort pour mieux la vivre. Je veux m'assurer qu'il y a encore une ou deux questions. S'il n'y a plus de questions, je ne veux pas retirer, du moins, je ne veux pas retenir notre invité du soir parce qu'on a débordé sur le timing qui était le nôtre. On a commencé avec quelques minutes de retard. J'aimerais vous donner la parole avant de conclure. S'il y avait une phrase, un paragraphe ou des mots avec lesquels vous voudriez que nous restions au sujet de la succession, quels seraient ces mots? Alors, déjà, c'était un plaisir de participer à cette conversation. La succession, c'est un sujet qui rend triste. Et aujourd'hui, nous avons essayé de le rendre un peu plus heureux parce que nous avons parlé du patrimoine. Et donc, ce que j'aimerais que chaque personne qui va regarder cette vidéo retienne, c'est que la mort est notre avenir le plus certain. Et lorsque nous partons, nous ne pouvons plus rien. Nous devenons impuissants. Préparer notre mort, c'est rendre heureux ceux que nous aimons. Préparer notre mort, c'est laisser nos dernières volontés et s'assurer que tout se fera comme nous aurions espéré si nous étions là. Préparer notre mort, c'est la chose la plus logique, la plus intelligente et la plus sage que nous ferons sur la terre. Donc, j'exhorte tout le monde à vraiment s'intéresser déjà au sujet de la succession, peu importe le pays d'où vous regardez cette vidéo. Quand vous finissez ici, essayez d'aller sur Google, tapez loi sur la succession en fonction du pays et lisez. Documentez-vous parce que c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas, mais vous êtes de potentiels héritiers. Vous avez besoin de savoir quels sont vos droits. Pour pouvoir vraiment exercer ces droits-là, il faut les connaître. Donc voilà, moi, je reste ouverte, même au-delà de cette conversation. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions à ce sujet et j'espère vraiment que j'ai pu répondre à vos zones d'ombre, à vos interrogations et que j'ai pu vraiment vous apporter réellement en connaissance durant le long de cette conversation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On a reçu 2 questions après, ou du moins pendant que vous étiez en train de parler. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle une boîte à questions qui vient après la conversation. Je vous enverrai les questions tout à l'heure et de toute façon, on se parlera après la conversation et vous aurez l'opportunité de répondre à ces questions et les réponses seront diffusées sur nos différentes pages, à la fois Facebook et Instagram. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci d'avoir donné votre temps. Merci d'avoir accepté vraiment de nous éclairer sur un sujet très difficile. Et hâte de voir ce que Dieu va faire avec vous pour la suite, ce que la vie vous réserve. Tous mes encouragements pour ce que vous faites. De toute façon, on communiquera sur les liens et sur les choses qui vous concernent pour que les gens puissent vous suivre. On a mis vos pages, on a mis les informations qu'on avait sur vous sur nos différents réseaux et on les partagera encore. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure. Merci. À tous nos internautes, merci d'avoir été avec nous pour cette seconde saison de conversation. Quelques bugs durant la saison, mais aucun sujet n'est à négliger. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube tous les sujets que nous avons abordés durant cette deuxième saison. Et vraiment, je vous encourage à vous faire l'écho de chaque conversation en partageant, en commentant, que ce soit sur YouTube ou sur les autres pages Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne YouTube avec Michel Ambourouet. Je veux que vous ayez à l'esprit que ce que nous faisons, nous le faisons pour vous. Mon désir, c'est que l'Église s'ouvre au sujet, en fait, que nous ayons des conversations sur des sujets qui parfois sont considérés tabous, mais qui sont importants pour la vie, pour ce que nous sommes, si nous voulons vivre efficacement sur la terre. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison. Je suis déjà en train de travailler dessus et je vous garantis, ça va être très bien. En attendant, partagez tout ce que nous avons sur les différents sujets que nous avons eus. Et s'il vous plaît, faites-vous les… comment je vais dire ça? Faites-vous les…
les cheerleaders, voilà, les encourageurs de ce que nous commençons. Ce n'est pas simple, mais je suis confiant, nous allons quelque part ensemble. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, très bonne soirée et à la prochaine saison.